Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 14 avril 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. L'artiste Mara Tremblay dirigera l'atelier d'écriture de chansons et classes de maître au mois d'août prochain à la Maison Plamondon, au centre-ville de Saint-Raymond. Pour nous parler de sa démarche d'écrire une chanson et composer une mélodie, Mara Tremblay sera avec nous via l'ordinateur. Le Festival de films pour l'environnement reporte l'événement au mois d'août en marge du 175e de Saint-Casimir. Pour plus de détails, on reçoit le directeur général et directeur artistique Léo-Denis Carpentier. Et Charles s'est intéressé au travail de répartiteurs d'urgence qui répondent aux appels 911. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, à l'approche du congé de Pâques, le directeur national de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, encourage les Québécois à être à l'affût de symptômes et à s'isoler s'il y a risque d'avoir contracté la COVID-19, mais il n'a pas recommandé de nouvelles mesures sanitaires. Pour sa part, le ministre de la Santé, Christian Dubé, demande aux Québécois aussi de respecter les consignes et d'être prudents. Le Québec annonce une hausse de 94 hospitalisations liées à la COVID-19 aujourd'hui, dont 13 nouvelles entrées aux soins intensifs, ainsi que 26 décès supplémentaires. 2154 personnes sont hospitalisées avec le virus, dont 96 aux soins intensifs. Dans la capitale nationale, la santé publique dénombre à la hausse 3178 cas positifs et actifs, dont 145 dans Portneuf, c'est moins 2 qu'hier, et 205 dans Charlevoix. Le pâtissier français Patrick Bourson de Saint-Raymond, qui a obtenu sa citoyenneté canadienne au mois de décembre dernier, a annoncé à la radio Choc 88.7 dans l'émission du midi de Denis Beaumont ce mardi qu'il sera candidat indépendant conservateur dans le comté de Portneuf aux élections générales du 3 octobre. Une rencontre il y a quelques mois avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, et la direction de l'Association du Parti conservateur du Québec dans Portneuf, présidée par David Momini, a convaincu M. Bourson de maintenir son indépendance. On l'écoute. Ça fait quand même 4 ans que je dis le jour où je serai Canadien, je me présenterai à la députation. Je suis Canadien depuis le 20 décembre. Je n'ai pas il y a 3 semaines, je me présente, j'ai toujours dit. Et là, l'autre jour, j'ai été voir Éric Duhem parce que je voulais l'entendre un peu, là, et je tombe, un ami qui est conservateur m'a emmené, parce que je suis conservateur, tout le monde le sait. Et là, j'ai écouté, j'étais dehors, on était gelés, on attendait. Et là, on me présente la présidente de la vice-présidente du comté de Portneuf. Là, je rencontre la jeune fille qui était élue au mois de janvier, là, puis je la regarde, j'ai dit bonjour, elle me dit bonjour, j'ai dit bonjour Portneuf. Et regarde, j'ai dit je suis M. Bourson, le boulanger-pâtisserie chez Alexandre. Elle me dit, ah oui, vous savez que je me présente. Elle me dit, oh, vous allez diviser les votes. J'ai dit, excusez-moi, comment je vais diviser? C'est vous qui divisez les votes, parce que moi, ça fait 4 ans que tout le monde sait que je me présente, et vous arrivez là, et vous dites que vous n'avez pas de candidat, et vous dites qu'on va diviser les votes. Moi, Joël Godin m'a dit, il y a 2 mois et demi de cela, là, au mois de décembre, il m'a dit, ils vont mettre un monsieur Montmini.
Mais non, mais voilà, donc, alors, donc, ils savaient déjà, donc, chez l'UM, on montait déjà aux gens en disant, non, on n'a personne à Port-Neuf, mais ils ont déjà la personne depuis 2 mois et demi. Donc, ça s'appelle fourrer le monde. Ouais. Donc, si tu démarres dans une ambiance comme ça, avec des gens qui sont différents, qui commencent déjà à fourrer les futurs électeurs, là, il y a un problème. Patrick Bourson, qui a milité en France comme candidat à la présidentielle à l'élection de 2012 au sein du mouvement qu'il a créé, Ensemble, redressons la France, entend lancer sa campagne électorale dans Port-Neuf au cours du mois de juillet. Je serai bien candidat le 3 octobre. Ouais. Je vais démarrer au mois de juillet parce que ça sert à rien de partir trop vite, tu vas te brûler les ailes. Non, mais je me bats toujours pour les plus pauvres et plus petits que moi. Donc je suis un homme de droite. Hein. Mais comme j'ai dit une fois, je suis pas centre-gauche, extrême gauche, je suis centre-droite, je suis raciste, très raciste, j'aime pas les cons. Voilà, donc je resterai comme ça. C'est vraiment ma conclusion, puis bonne journée à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci infiniment. Rappelons que Vincent Caron a annoncé officiellement jeudi dernier à Deschambault qu'il sera candidat aux prochaines élections provinciales du 3 octobre dans le comté de Port-Neuf pour le parti de la coalition Avenir Québec, la CAQ. Anne-Marie Melançon de Saint-Alban a annoncé sa candidature à l'investiture du parti Québec solidaire dans Port-Neuf, prévue le 12 mai à Grondines en vue des élections générales du 3 octobre. La fonte des glaces est amorcée sur la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond depuis le début de la semaine, de même qu'à l'embouchure de la rivière Bras-du-Nord. Selon les conditions actuelles et prévisions météorologiques, les risques de débordement sont minimes. Environ 27 mm de pluie sont prévus en ce jeudi 14 avril. Les prévisions du Centre d'expertise hydrique indiquent que le débit pourrait monter jusqu'à 200 mètres cubes par seconde dans la journée de demain, le 15 avril. Il y a 2 jours, les experts ont remarqué que le couvert se dégrade bien entre la rivière Tourilly et le kilomètre 24. D'ailleurs, au kilomètre 24, présentement, le couvert de glace est retenu par l'estacade flottante et le seuil rocheux à environ 20 km en amont du centre-ville. En aval du kilomètre 24, la rivière est libre de glace actuellement sur la majorité de sa largeur. D'ici demain après-midi, 15 avril, on anticipe plusieurs petits mouvements de glace. Pour une courte période, l'eau risque de s'étendre dans le secteur du débarcadère de la rue Saint-Hubert. Selon les risques d'inondation, d'inondation demeurent minimes sur le territoire. La Ville met à jour ses communications sur la rivière en fonction des changements majeurs. La Ville de Saint-Raymond ouvre une porte sous certaines conditions au secteur de la rue Pine Lake à son règlement qui interdit à tout citoyen d'exploiter un nouveau chalet locatif. Dorénavant, il est possible à un promoteur du secteur Pine Lake dans la vallée Bras-du-Nord de présenter un projet de chalet locatif qui devra passer par plusieurs étapes, dont l'imposition de règlements et de conditions d'exploitation. Actuellement, la Ville de Saint-Raymond interdit tout projet de chalet locatif dans son périmètre urbain au lac Sept-Îles, au lac Alain et lac Rita, au lac Bison et Quentin, ainsi que le secteur agricole durant Saguenay. Les droits acquis demeurent et l'interdiction exprime aussi la volonté générale des résidents permanents de ces secteurs. Cette ouverture de la réglementation pour le secteur de Pine Lake permettra à la Ville et aux citoyens permanents un meilleur contrôle sur la tranquillité des lieux. Le développement de la vallée Bras-du-Nord devient une opportunité d'affaires pour des citoyens et augmente aussi l'achalandage touristique à Saint-Raymond. Écoutons l'intervention du maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, ce lundi soir au Conseil public, en réponse à une question d'un citoyen à ce sujet. Mais une de nos prérogatives aussi, c'est de préserver la quiétude des gens qui ont des maisons. Et sans réglementation, ben là, n'importe qui pouvait aller n'importe où ouvrir des maisons. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, de cette façon-là, on se dit, là, on va pouvoir la réglementer comme on veut. C'est-à-dire de voir à la quiétude des gens tout en permettant. Okay, parce que c'est des choses que Saint-Raymond veut aussi, parce que ça attire le tourisme, ces maisons-là. Donc, on a... Ah oui, c'est mais la vallée du Bras-du-Nord, ça, c'est certain que... Puis, avec sa réglementation, on est sûr qu'on va pouvoir, en tout cas, on pense qu'on est sûr qu'on va pouvoir le faire en harmonie avec le développement touristique. Moi, c'est ça que je voulais savoir.
Dans son projet d'établir un plan de développement sur 5 ans, la Ville de Saint-Raymond amorcera une consultation publique sur le web, en présentiel et en groupe d'ici la fin de l'année 2022. La Ville lancera en juin prochain une consultation publique sur le web pour présenter son plan et ses projets d'immobilisation dans le but de recevoir des appuis ou non des citoyens, en plus de leur permettre d'émettre leurs idées et projets. Une consultation en groupe et en présentiel suivront cette première étape virtuelle avant la rédaction et la publication de son plan quinquennal. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le maire Pierre Delbecq a dressé lundi soir dernier au conseil de ville les travaux actuellement en cours pour diminuer le trafic et la vitesse sur la route Fossambeau devant une question d'un citoyen en fin de séance. Pour la vitesse, une présence accrue des policiers est demandée et en cours. On écoute le maire. Mais là, on a envoyé une correspondance, puis on a demandé à notre parrain de venir nous rencontrer. À court terme, on a envoyé une correspondance quand même. On a demandé effectivement une possibilité d'avoir une présence accrue de la part de la SQ sur Fossambeau, Montcalm et des Érables. Saint-Denis-Garneau, naturellement. Puis ils ont déjà commencé parce que rien que ce soir, moi je reviens toujours par des Érables quand je reviens de Québec. Il y avait un char de police qui était là. Il y en avait un autre qui était à Saint-Denis-Garneau, puis il y en avait un autre qui s'en allait vers Jacques-Cartier. Ils sont très coopératifs, puis je peux vous dire qu'il y en a qui ne la trouvent pas drôle parce que les contraventions, ils sortent. Comme moyen public pour faire pression, M. Delbecq suggère la signature et le dépôt d'une pétition de citoyens pour renforcer les demandes de la Ville auprès des élus et ministères concernés pour réduire les vitesses. Quant à la lourdeur du trafic pour traverser le centre-ville de Sainte-Catherine, les aménagements routiers du nouveau quartier résidentiel de 450 unités de logement vont sûrement aider à diminuer l'impact. Écoutons à nouveau le maire Pierre Delbecq. Oui, actuellement, ce qu'on est en train de faire, il y a entre H et rue du Levant qu'il va y avoir la parallèle qui va être presque finie, elle va être finie au printemps. Selon le maire Pierre Delbecq, 50 des utilisateurs de la route Fossambeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier sont des résidents de la MRC de Portneuf. À Saint-Marc-des-Carrières maintenant, la conseillère et mairesse suppléante de novembre 2017 à avril 2022, Christina Perron, a remis sa démission comme conseillère et des élections devraient se tenir pour combler le siège numéro 3, laissé vacant par Mme Perron. Devant cette démission annoncée ce mardi soir au conseil de ville, le maire de Saint-Marc-des-Carrières, Marion Leclerc, lui a souhaité un bon succès dans ses projets à venir et veut rassurer la population concernant le climat au sein du conseil municipal. La municipalité entend créer un comité sur le développement économique des secteurs du commerce, de l'industrie et résidentiel, en plus de redonner un souffle nouveau au comité des loisirs et de la culture. Plus de détails seront dévoilés sous peu. Et soulignons que Marion Leclerc, qui est aussi porte-parole du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, a mentionné que la médecin finissante qui souhaitait être rattachée au Centre médical de Saint-Marc et l'Ouest de Portneuf, mais qui n'a pas été sélectionnée par le comité de médecins, a été recrutée dans le secteur de Sept-Îles comme nouvelle facturante. Le dimanche 1er mai prochain, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond organisent un brunch bénéfice pour soutenir financièrement le couple de Saint-Raymond qui accueillera bientôt des réfugiés ukrainiens. Une centaine de cartes sont en vente au coût de 10 $. La ville de Saint-Raymond profitera de l'occasion ce dimanche 1er mai pour amasser des fonds et créer un lien direct avec un maire de la Pologne, une ville qui accueille des Ukrainiens. Une communication en direct est prévu entre les maires de Saint-Raymond et la Pologne durant ce brunch.
Le fabricant d'huiles essentielles à Deschambault-Grondines, Alexir, passe aux mains du groupe français Bioland, qui coordonne une dizaine de fermes de production d'huiles essentielles biologiques dans le monde. La fondatrice et retraitée, Lucie Mainguy, a assuré dans un message sur le réseau LinkedIn que les opérations d'Alexir restent et resteront avec les mêmes valeurs. Alexir a été fondé en 1988 par Lucie Mainguy et feu Pierre Mainguy. Les deux caressaient le rêve d'explorer le potentiel aromatique du Québec, une plante à la fois, en commençant par les conifères. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a dévoilé vendredi dernier le plan du milieu culturel en 3 volets sur 3 ans et doté d'une enveloppe de 225,8 millions de dollars. Le premier volet totalise 123,3 millions, viendra stabiliser le milieu culturel québécois en offrant un filet de sécurité aux organismes fragilisés par la pandémie. Le deuxième volet prévoit 79,5 millions pour mettre en valeur les artistes, artisans et entreprises culturelles par des mesures qui visent entre autres à encourager les tournées partout au Québec et à créer des productions à plus grand déploiement. Et le troisième volet du plan, doté d'un budget de 23 millions, permettra de favoriser le rayonnement international des créateurs et de leurs œuvres. La Maison Plamondon a lancé la semaine dernière l'appel de candidature de son atelier d'écriture de chansons et classes de maîtres jusqu'au 26 avril inclusivement. Cette 4e édition, sous la direction de l'auteure-compositrice-interprète Mara Tremblay, offrira 4 jours de perfectionnement et d'échange à 12 participants du 15 au 18 août à la Maison Plamondon, située au centre-ville de Saint-Raymond. Le sérieux de la démarche professionnelle ainsi que l'expertise en écriture des aspirants candidats pèseront dans la balance du comité de sélection. L'auteur-compositeur Luc de la Rochelière dirigeait l'activité en 2021 et pour nous parler justement de son expérience d'écriture de chansons et de composition de mélodies, on reçoit via l'ordinateur Mara Tremblay. Bonsoir, Mara. Bonsoir. Est-ce qu'on... C'est figé, malheureusement. Est-ce que vous m'entendez, Mara? On ne l'entend pas non plus, il n'y a pas de son? Pourquoi l'écran est figé? On ne sait pas. Est-ce qu'on peut régler ça? On est en direct, est-ce qu'on peut régler ça? On va tenter. OK. Ah, là, on bouge, là, ça bouge. Est-ce que vous m'entendez, Mara? Moi, c'est moi qui ne vous entends pas. Son, voilà. Ah, OK. Vive le direct. On se voit et on s'entend. On a eu un peu de difficulté à communiquer ensemble, Mara, mais au plaisir. Merci de prendre un peu de temps. On y arrive. On y arrive finalement. On comprend tous les problèmes techniques, ça nous arrive tous, malheureusement, mais en tout cas. Quand la technologie va bien, ça va bien. Tout d'abord, Mara, avant de parler d'écriture de chansons, vous êtes dans quelle région? Quelles sont vos occupations principales? Je vous perds. L'image fige, je vous entends plus, vous bougez plus. OK. Votre image ne tient pas. Oui, puis votre image aussi, elle est figée, malheureusement. Qu'est-ce que... C'est l'image. Mais là, l'image, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Comment je pourrais faire un reset? Est-ce qu'on peut... C'est incroyable, hein? Ah! Là on se voit, mais je ne vous entends pas, malheureusement. Non, mais ça, c'est son son qui était... c'est votre son? Voilà. OK. Oh. C'est ça, c'est votre image qui fige pendant qu'on se parle, l'image se fige, puis il y a tout... Ben oui, c'est ça, on a un problème de ça, là. OK, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Dans quelle région vous êtes, puis quelles sont vos principales occupations actuellement? En ce moment, aujourd'hui? Oui. En ce moment, aujourd'hui, je suis à Montréal, mais hier, j'étais à Shefford. J'ai le bonheur d'habiter en montagne, au top de la montagne à Shefford. Ah, OK. Vous êtes de ce secteur-là? Vous vivez... Oui, j'ai la chance d'habiter là depuis 2 ans maintenant. OK. Et quelles sont vos occupations actuellement, là? Dans la vie? Oui, bien là, actuellement, là, quelles sont vos occupations actuelles? Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Ben, en fait, ces temps-ci.
Je fais des spectacles. C'est le fun que la tournée reprenne. Vous annonciez des subventions et tout ça, mais c'est très important d'encourager les diffuseurs avec des subventions pour les tournées parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on propage notre musique. J'ai un spectacle samedi à Otterburn Park, puis j'ai plein de spectacles qui recommencent à se booker. Donc la vie reprend pour moi parce que la musique sur scène, veut pas, c'est ce qui fait vibrer un fil que j'ai à l'intérieur que s'il est éteint, c'est un peu, en tant qu'artiste, on cherche un peu notre fibre. Donc oui. C'est très intéressant de pouvoir faire ça. Oui. Et est-ce que vous avez été obligé, a été obligé d'arrêter quand même un certain temps à cause de la pandémie? Oui, j'ai arrêté. Je me suis mise sur pause pendant une bonne année. Je pourrais dire que ça a fait du bien parce que depuis 35 ans à peu près, j'ai pas de pause jamais parce que les artistes, on travaille l'été, on travaille l'hiver, on travaille dans le temps des fêtes, on travaille aussitôt qu'il y a des vacances, finalement, c'est là que les choses sont. Ouais. Fait que j'ai essayé d'être très sage avec ça puis de me dire, OK, je vais profiter de cette période-là pour me reposer. Donc, ça m'a fait un bien fou, même si j'avais sorti un album. J'ai sorti un album au mois de mai. Donc, 2020, juste en plein éclatement de la pandémie, j'ai décidé de le sortir quand même, même s'il n'y avait pas de promotion puis de show pour le soutenir, parce que je trouvais que c'était un album qui pouvait faire du bien, parce que les gens se retrouvaient seuls, se retrouvaient isolés. Ouais. Puis c'est un album que j'ai fait dans un espèce de sentiment de cocon, dans un espèce de sentiment d'avoir besoin de bonheur, de douceur, de paix. Fait que, oui, j'ai été un an en pause, puis ça m'a fait du bien, finalement. Oui, évidemment. Puis, parlons d'écriture de chansons. Est-ce que vous avez développé une méthode particulière? Est-ce que vous avez un rituel avant d'écrire? Comment vous vivez cette démarche? C'est vraiment un moment où il faut faire confiance à son instinct, à ses capacités, à son bagage. Puis en même temps qu'on capte ce que notre instinct, parce que c'est sûr que c'est un exercice qui est très créatif, donc il faut ouvrir les portes de la créativité. À la fois, on ouvre ces portes-là, mais il faut être hyper rigoureux de ce qu'on écrit. Donc, des fois, il y a plein de mots qui sortent, puis il faut avoir la rigueur de les classer, de les mettre dans la mélodie, de les faire fitter. Fait que c'est à la fois un travail très cérébral et posé, mais complètement éclaté en même temps. Donc, c'est de conjuguer ces deux choses-là qui font une bonne chanson, à mon avis. Est-ce que vous écrivez à partir d'une mélodie que vous avez composée ou vice-versa, vous faites les paroles et vous composez la mélodie par la suite? Cet exercice-là est très rare. En fait, la plupart du temps, je pars d'un sentiment que j'ai à l'intérieur de moi qui me pousse vers un instrument. J'ai la chance d'être multi-instrumentiste, fait que soit je vais vers le piano, la basse, la guitare, le violon. Et à partir de mon émotion, il y a des accords, il y a une mélodie qui se forme. Et dans cette mélodie-là, il y a des mots. Et comme je suis autrice aussi, j'écris un roman, j'écris des poèmes. C'est pas du tout la même chose de faire, d'adapter des mots à des mélodies puis de les transformer en chansons pour que c'est pas tous les mots qui sont bons à chanter, si on veut. Okay. C'est pas tous les mots qui sortent bien dans une mélodie et qui sortent bien en bouche. Tu sais, il y a des mots qui sont super beaux, comme bitume, par exemple. On peut pas chanter ce mot-là dans certaines phrases mélodiques. Il faut le placer en quelque part. Donc, oui, en effet, il y a une musique et une mélodie pour moi qui vient avant. Puis l'exercice d'adapter des textes en musique est beaucoup plus difficile pour moi. Je le fais des fois, mais c'est plus difficile parce que des fois, le texte n'a pas été écrit pour être chanté, pour être dit, pour aller dans une mélodie. C'est pas toutes les syllabes qui sont belles à chanter. Ouais. Est-ce que vous écrivez exclusivement pour vous ou est-ce que vous écrivez pour d'autres artistes aussi? Quelle excellente question, parce que ça a toujours été difficile pour moi de faire ça. Et cette semaine, j'ai une de mes amies qui m'a demandé de lui écrire une chanson. Okay. J'ai été la rencontrer, j'ai pris 2 heures avec elle et elle m'a raconté son histoire parce qu'elle avait envie de raconter dans cette chanson-là. J'ai pris plein de notes et j'ai finalement écrit ma chanson puis elle l'a adorée. Donc, ça m'a fait beaucoup de plaisir de savoir que je pouvais le faire parce que c'est un défi d'écrire pour quelqu'un d'autre puis de mettre nos mots dans sa bouche à elle parce qu'elle n'a pas la même expérience, la même voix, la même prononciation, la même... peu importe. Et j'étais vraiment touchée qu'elle aime la chanson. Est-ce que vous avez composé pour elle un texte et aussi une mélodie? Les deux. OK. Et où en est-elle, justement, dans elle? En fait, elle va interpréter. Est-ce qu'elle fait appel à vous, justement, pour peaufiner son œuvre?
Elle a fait appel avec elle travaille avec Michel Rivard sur le Coyote. Okay. Elle travaille avec plein de gens dans la vie. C'est une choriste. Puis là, elle veut faire un album solo. Okay. Donc, elle a téléphoné à tous ses amis, auteurs, compositeurs, interprètes, pour qu'on lui écrive des chansons. Donc, c'est elle qui va les porter. Ça va être sa chanson à elle. Je l'ai composée à partir de ses émotions à elle, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle avait envie de raconter. Donc, ça lui appartient à partir d'aujourd'hui. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez répéter, effectivement, d'écrire pour d'autres? Ah oui, OK. Vraiment, parce que moi, tu sais, j'ai envoyé la toune, je me disais, ça m'étonnerait pas qu'elle l'aime pas, c'est pas bien bon. Je suis un peu dure envers moi-même. Je pense que j'ai en disqué une centaine de chansons, peut-être plus, parce que j'ai 8 albums, de à peu près 20 tonnes, mais il y a 10 fois ce nombre de chansons-là que j'ai pas prises parce que je les aimais pas. On en compose des tonnes de tunes, il y en a plein qui vont poubelle parce qu'ils sont pas à la hauteur. Ouais. Donc celle-là, j'étais comme, je suis pas certaine, mais elle, ça lui convenait et elle l'adore. Donc ça, c'est le plus beau cadeau. Est-ce que vous êtes bien discipliné, justement? Est-ce que vous écrivez à tous les jours? Comment? Non? Sous inspiration? OK. J'écris au besoin. OK. Je suis vraiment une artiste très émotive. Donc, j'écris parce que j'ai besoin d'écrire. C'est pas, je fais pas ça pour un autre but. Le seul but que j'ai, en fin de compte, c'est un besoin. J'ai besoin d'exprimer. Pour moi, l'écriture de chansons, c'est carrément une thérapie. C'est quand je me sens pas bien, la réponse, je l'ai dans les paroles qui sortent de ma tête sans que je les contrôle, comme je disais au début. Il y a comme une espèce de porte qui s'ouvre d'intuition. Les mots sortent, on les note. Puis quand la chanson est finie, on l'écoute. Puis ça fait « Oh, OK, c'est comme ça que je me sens. » Et il y a une espèce de leçon à tirer de ses propres mots, qui est très, très intéressant. Comment vous voyez votre expérience comme responsable, en fait, des ateliers d'écriture de chansons à Saint-Raymond? Comment vous voyez cette expérience? C'est un grand privilège. C'est un grand privilège parce que je me suis assurée, quand les filles m'ont fait de la demande, je me suis assurée qu'elle savait à qui elle parlait puis que c'est vraiment moi qu'elle voulait là, qu'elle connaissait mon parcours puis qu'est-ce que je pouvais apporter. Je pense que ce que je peux apporter à l'écriture de la chanson, c'est quelque chose de singulier, l'authenticité. Les gens qui m'ont engagée savent que je suis une autrice, compositrice, interprète avec une plume puis une musique qui appartient à personne d'autre. Donc, je fais vraiment quelque chose de différent. À partir du moment où je sais que c'est ce qu'elle recherche, je vais y aller avec grand plaisir. Puis Luc, j'ai fait 2 ateliers d'écriture avec Luc de la Rochelière. J'ai fait un atelier avec M. Vigneault. On a passé une semaine ensemble à apprendre de M. Vigneault. C'était extraordinaire. Puis j'ai passé une autre semaine avec Luc dans un projet qui s'intitule 7 jours en mai. Donc, on était 7 auteurs, compositeurs, interprètes. On avait 7 jours pour composer et enregistrer un album. Donc, on avait 2 ateliers par jour avec un auteur-compositeur différent. On pigeait un thème dans un chapeau. Il fallait qu'on écrive une tune. Fait que c'est très inspirant d'avoir travaillé avec Luc puis de savoir qu'il était là avant moi aussi. Fait que sûrement que je vais prendre des petits trucs de ces ateliers-là pour les 12 participants. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez rencontré Luc Plamondon? Jamais, non. Je l'ai croisé lors d'un spectacle à un moment donné à la Place des Arts. J'avais donné un spectacle hommage, je pense, à René Martel. Mais non, je ne l'ai jamais parlé. Oui. Et justement, c'est que là, vous allez passer quelques jours, dans le fond, à Saint-Raymond. Est-ce que vous connaissez un peu Saint-Raymond? Êtes-vous déjà venu? Non, très peu. Oui, j'ai déjà été, mais je connais très peu la région. OK. Là, je vais m'attarder. Je vais passer en 5 jours. Fait que... Ben oui, c'est ça. Et j'imagine que vous allez probablement présenter un petit spectacle après, ou y a-t-il un scénario de prévu? Oui, c'est ça qui est le fun. Il y a comme un spectacle, mais il y a un spectacle avec les concurrents aussi, avec les gens qui vont être là. Il va y avoir un bel échange. C'est un peu ça qui me nourrit, moi. C'est ça qui fait que j'ai accepté de faire ça et que j'ai vraiment hâte d'y aller. C'est l'échange avec ces gens-là est très, très nourrissant. Peu importe l'âge, peu importe le genre de trucs qu'ils vont écrire, c'est toujours nourrissant de faire des rencontres avec des artistes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie. Eux aussi, ils savent que c'est moi. Donc, eux aussi ont envie de passer du temps entourés d'autres créateurs, puis de me rencontrer, puis de faire des choses ensemble. Oui, effectivement. Alors, les gens, justement, ont jusqu'au 26 avril pour déposer leur candidature à la Maison Plamondon. Les 4 jours de perfectionnement et d'échange se tiendront du 15 au 18 août à la Maison Plamondon, justement, qui est au centre-ville. Alors, Marat Tremblay, on a hâte de vous voir.
effectivement, sur place avec tout le groupe. Justement, on va sûrement avoir des nouvelles bientôt. Ce sera sûrement complet assez rapidement, j'imagine. Alors, je l'espère, je l'espère. Alors, Mara Tremblay, autrice, compositrice et interprète, merci de cet entretien. Puis finalement, on a réussi à se parler. On a réussi. C'est un grand plaisir. Merci. Au revoir. À la prochaine. Bye-bye. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Léo Denis Carpentier. C'est important d'avoir un bon coussin pour amortir les coups, pour se sentir en sécurité, pour être à l'aise. Mais le meilleur coussin, on l'obtient en mettant de l'argent de côté avec Épargne Placement Québec. Profitez de produits d'épargne garantis à 100% en visitant le epq.gouv.qc.ca. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Le directeur des poursuites criminelles et pénales conclut qu'il n'y a pas eu d'infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec sur l'événement qui est survenu à Pont-Rouge le 15 décembre 2021, entourant le décès d'un homme. En fait, le mercredi 15 décembre à 15h55, un appel est fait au 911 par un citoyen concernant un homme qui habite avec lui et dont l'état mental est perturbé. Au moment de l'appel, l'homme concerné se trouve dans une situation précaire. En apercevant les policiers, il a grimpé au plus haut d'une échelle extérieure d'un silo à grains, soit quelques 75 pieds du sol. Pendant près de 3 heures, le citoyen, les policiers patrouilleurs et un agent négociateur du groupe tactique d'intervention tentent de faire descendre l'homme, mais en vain. Vers 19h10, lorsque les policiers approchent un matelas vers le silo, l'homme se laisse tomber vers l'arrière et chute au sol sur la terre ferme. Les ambulanciers déjà sur place de façon préventive ont procédé au transport de l'homme vers un centre hospitalier où son décès a été constaté. Selon le DPCP, les policiers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter de convaincre l'homme de ne pas mettre fin à ses jours. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf poursuivra au moins jusqu'au 28 avril prochain la distribution gratuite de trousses de tests rapides aux entreprises de 200 employés et moins de la MRC de Portneuf. Cette initiative, annoncée au début du mois de mars, avait d'abord été prévue pour une durée de 4 semaines, mais la Chambre de commerce confirme son prolongement pour 2 autres semaines. Plus de 20 entreprises ont profité de la situation et ces 3770 tests rapides qui ont déjà été commandés en ligne depuis le début de cette campagne, les PME et de la MRC de Portneuf peuvent obtenir l'équivalent de 2 tests par employé par mois. La direction de l'organisme d'entraide communautaire Le Halo annonce la refonte complète de son site web, lehalo.ca. On y retrouve davantage d'options en ligne, dont les demandes de services, le paiement, les offres d'emploi ou de bénévolat, entre autres. Le Halo offre des services de livraison de repas par la popote roulante, l'aide en fait pour différentes commissions, d'un appel ou d'une visite amicale, d'une halte répit pour les proches aidants et d'un service d'aide à l'impôt. L'organisme couvre le territoire de 14 municipalités sur les 18 dans Portneuf et soulignons que le projet Licorne au centre-ville de Donnacona avance bien et les rénovations de la bâtisse sont prévues ce printemps. Une grande corvée se tiendra au cours des prochaines semaines. Ce projet Licorne s'apparente à une maison des jeunes, mais pour les aînés, un concept qu'on souhaite élargir dans d'autres municipalités. Événement Attraction Québec a obtenu en janvier dernier un programme d'aide financière d'1,18 million de dollars pour appuyer les organisations dans la réalisation de projets numériques qui permettront d'optimiser la gestion des opérations, d'améliorer l'expérience client et la conversion efficace du marketing numérique. Le nouveau programme permettra aux activités, attractions et événements touristiques québécois d'obtenir une contribution non remboursable allant de 7 500 à 60 000 $ par organisation ou même jusqu'à
150 000 pour les projets collectifs. Les demandes doivent être déposées au plus tard le mardi 24 mai. Événements Attractions Québec regroupe plus de 450 événements et attractions membres. La 18e édition du Festival de films pour l'environnement organisé par Rendez-vous culturel Saint-Casimir, qui devait avoir lieu à la fin de ce mois d'avril 2022, est reportée du 10 au 14 août en raison de la pandémie afin d'assurer un cadre plus sécuritaire à tous les participants. Certaines des mesures sanitaires auraient pu avoir un impact justement sur la tenue de certaines activités comme l'essai de véhicules électriques. Le FFPE se tiendra donc du 10 au 14 août en marge du 175e anniversaire de Saint-Casimir. La programmation sera dévoilée en juin. Pour en savoir plus, on rejoint directement en studio Léo Denis-Carpentier, le directeur général et aussi directeur artistique. Bonsoir, Léo. Bonsoir. Merci de cette visite en studio. Oui, ça fait plaisir. Finalement, dans ton cas à toi, justement, oui. ça fait longtemps que tu n'étais pas sorti. Je suis un gars positif de nature, mais là, je suis content d'être testé négatif pour la COVID. Ben, c'est ça, tu as reçu. Est-ce que ça a été difficile, la COVID, pour toi? Bien, au niveau de la mémoire puis de certains problèmes, là, comme exemple de toux, puis c'était un peu difficile, mais j'ai pas perdu le goût, j'ai pas perdu non plus la passion de faire le FFPE. Ouais. Le cabaret Kino, c'était déjà tout en marche. Okay. Mais là, c'était un peu trop serré pour essayer de le faire. Ouais, mais là aussi, on s'en va sur le soleil d'août. Alors, ça va être la première fois qu'on va être capable de tourner des courts-métrages avec des feuilles dans les arbres, des fleurs, des jardins avec des fruits, des légumes, tout ça. La rivière qu'on va pouvoir peut-être aller en canot ou même se baigner parce que au mois d'avril, on sait là, que la rivière est assez haute normalement, là. Donc, on essaie ça. Puis aussi, on démarre le 10 parce que là, la programmation va sortir au début du mois de juin. Okay. J'avais pas terminé aussi de compléter la mise en... le choix des films. On a déjà une partie de faite, mais certaines activités que je peux parler aujourd'hui, on va ouvrir le mercredi soir. Le 10, en collaboration avec la Fondation du patrimoine, lors d'une soirée de poésie entre chiens et loups. Donc, ça va être de la poésie environnementale. Donc, on va avoir des invités qui vont venir lire des poèmes qu'ils ont écrits ou pas, ou du slam aussi. On va vraiment ouvrir toutes les formes de création. Et ça va être suivi en soir, un peu plus tard vers 21h, parce que l'été va nous permettre aussi de faire plusieurs projections extérieures. Donc, probablement que si la température nous le permet, dans le parc Raphaël-Giroux à Saint-Casimir, le long de la rivière Sainte-Anne, après la soirée de poésie, il y aurait une projection de courts-métrages qui ont été tournés depuis 2004. Okay. Parce qu'on veut, en collaboration avec les fêtes de la municipalité, le 175e, il y a beaucoup de courts-métrages qui ont été tournés, qu'on voit beaucoup de belles places de Saint-Casimir. Que ce soit un intérieur d'église ou des extérieurs, des maisons, une ferme, tout ça. Donc, je suis en train de sélectionner 1h30 de court-métrage qui vont vraiment mettre en valeur la municipalité. OK. Est-ce que les auteurs ou les cinéastes peuvent encore acheminer ou s'inscrire? Ben, oui, au niveau de la compétition de films, parce qu'on va avoir une compétition de films. Donc, ça, oui, ça, c'est encore ouvert. Il y a un formulaire, juste à envoyer un courriel à info@ffpe.ca. Et puis, je vais pouvoir mettre le lien du formulaire. D'ailleurs, on va le remettre là, sur notre site Internet. Je pense qu'on l'avait enlevé quand on n'était plus sûr si on le faisait en avril ou pas. Mais là, on a jusqu'au mois de mai, fin mai, quelqu'un qui veut présenter un film. Court, moyen, long métrage. Sur l'environnement, l'écologie, développement durable, humaniste. Donc ça va être assez intéressant. Et le samedi 13, il y a un natif de Saint-Casimir qui s'appelle Michel Bourassa, que j'ai connu, qui est un peu un peu plus jeune que moi, mais je ne dirais pas dans mes âges, parce que peut-être qu'il n'aimerait pas ça que je dise ça, mais un peu plus jeune. Dans mes âges à moi. Oui, peut-être plus, oui. Et donc, lui, il a décidé d'organiser par un groupe Facebook des retrouvailles. Fait que de 10h à 16h, le samedi 13 août, sur le terrain de l'église, les gens amènent leur lunch, leur boîte à lunch, leur bouffe, puis s'il fait beau, les gens vont être à l'extérieur, dans le parc, et il a déjà réservé l'église et l'hôtel de ville, la salle paroissiale, au cas qu'il y ait
de la pluie. Puis là aussi, il y aura une projection le soir de films là, qui ont vraiment un lien avec Saint-Casimir et la région de Port-Neuf. Je sais qu'il y a déjà 400 quelques inscriptions, donc c'est vraiment le fun. Mais quand on parle de retrouvailles de... Ben, des gens, soit des natifs de Saint-Casimir, des gens qui ont passé à Saint-Casimir, comme toi, tu es venu souvent au Festival de films et à d'autres activités. Tout le monde est invité. On veut vraiment que ce soit un gros party, là, que les gens ils puissent fraterniser puis se rappeler des bons souvenirs, que ce soit d'hier à aujourd'hui. Puis aussi, on a la thématique cette année du FFPE, c'est garder la tête hors de l'eau à cause des rivières. On sait qu'il y a 5 rivières à Saint-Casimir. Hein? Donc, l'idée, c'est un peu ça. Puis de garder la tête hors de l'eau dans le sens de finir la fameuse pandémie, que ça fait 2 ans et quelques qu'on est dedans, passer à d'autres choses, puis de faire des belles fêtes de Saint-Casimir, que tout le monde, soit qu'il y ait des nouveaux arrivants, comme des personnes que ça fait, comme moi, plus que 60 ans que je suis là, ou des familles souches, que tout le monde se rassemble à Saint-Casimir, puis qu'il y ait vraiment des grosses activités. Je sais que la programmation aussi pour les fêtes va être éventuellement annoncée publiquement, oui. OK. Est-ce que vous faites quelque chose à chaque année? Vous faisiez quelque chose au jour de la Terre, en fait, le 22 avril? C'est très bientôt le 22 avril. Ouais, c'est encore une question dans ma tête. Okay. Ça se peut qu'on fasse une projection comme on a fait le festival l'an passé, c'est-à-dire une projection virtuelle d'un film qui a un lien avec la Terre, l'agriculture, quelque chose, j'en ai déjà plusieurs là, en vue. C'est possible qu'on fasse ça, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse. Okay. Kino Saint-Casimir, ça, justement, ça revient encore cette année. On a déjà une vingtaine d'inscriptions, puis c'est sûr qu'on a toujours bon an, malin autour de 20 inscriptions. Là, on a demandé aux participants voir si c'était correct pour eux. Ça s'en irait du 11 au 14, non, excusez, 11, 12, 13, samedi 13 le soir, tard, à l'extérieur, c'est possible. Et là aussi, on renoue avec l'hôtel Le Couvent, qui vient de réouvrir, qui est l'ancienne auberge du Couvent. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. Et on va pouvoir faire, donc, le cabaret Kino, le laboratoire Kino va se tenir là, dans la salle de la chapelle, le laboratoire là où ils font les expériences, les montages, tout ça. Puis, on essaie de voir la possibilité de faire la projection dans le jardin de l'hôtel Le Couvent. Okay. En soirée, là, vers 21h. Fait que tout ça, ça va être vraiment rendu... Ben là, c'est un peu public aujourd'hui. C'est la première fois qu'on en parle autant que ça, mais on va avoir une programmation qui va sortir au début juin. Oui. Vous avez un participant qui est Louis, qu'on a parlé la semaine passée. Louis, qui est depuis plusieurs années. Le président, en fait, de Kino Québec, à Québec, en fait, aussi. Puis je parlais aussi dernièrement au président de Kino Montréal, qui est la base du mouvement Kino à travers le monde, là. Et lui aussi, Jarrett Mann, il dit qu'il va essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un de son groupe, parce que ça fait 20 ans cette année qu'il existe. La création de Kino, là, du mouvement Kino. Ça fait 20 ans? Ça fait 20 ans, oui. OK. Puis le festival Kino, a 18 ans. Oui, c'est ça. On est dans les premiers. Il y a eu Montréal, il y a eu Québec, après ça Saint-Casimir, puis après ça, un peu partout au Québec, puis après ça s'est développé. Il y en a même en Russie, il y en a partout, là, en France, en Espagne. Et c'est pas mal toujours les mêmes règlements, en fait? C'est-à-dire, en 72 heures, il faut que tu scénarises, que tu montes ton équipe, que tu tournes, que tu montes. Puis le troisième soir, on fait la projection. Ce qu'on appelle le cabaret comme tel, c'est vraiment la projection. Et les participants viennent un peu expliquer, on leur donne 1 ou 2 minutes pour un peu expliquer ce qu'ils ont vécu. Puis à Saint-Casimir, ils aiment ça revenir parce que si on veut, mettons, je sais pas, fermer un bout de rue, c'est relativement facile versus Québec ou Montréal, comme ils me disent. Eux autres, ils disent, écoute, nous autres, on peut pas fermer un bout de rue à Québec pour un tournage Kino qu'on apprend le matin, qu'on tourne l'après-midi. Fait que donc, ils trouvent l'ouverture des gens aussi, ben Louis, il en a parlé. Oui, effectivement, les gens de Saint-Casimir embarquent chaque année. Oui, beaucoup. Ils sont très ouverts à ces activités-là. Oui. Puis moi, ayant travaillé une vingtaine d'années en recherche de lieux de tournage à Montréal, lorsqu'on a la réunion de production le premier matin, puis là aussi, on fait toujours un groupe privé Facebook. Fait que donc, ils me font des demandes de lieux de tournage ou de personnes ou une classe de 2e année, mettons, je sais pas. Donc, j'essaie de toujours lui fournir ce qu'ils veulent le plus possible. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils aiment ça aussi, revenir. C'est une belle vie de groupe. De coucher au couvent, c'est extraordinaire. Puis de pouvoir vivre dans l'ancienne chapelle, le laboratoire Kino, puis de manger là. Puis non, c'est vraiment... Est-ce qu'encore cette année, vous pensez aux jeunes, aux enfants, aux milieux scolaires? Oui, puis non. Okay. Peux-tu dire oui? Ça se dit oui, ça se dit. Oui, même à notre âge. C'est que
À cause de la pandémie, c'était difficile d'amener les élèves, les classes à l'hôtel de ville dans notre studio qu'on fait d'habitude. Donc, présentement, je suis en tournage avec l'école secondaire de Saint-Marc. On devrait pouvoir le présenter parce que j'ai un autre projet, ça s'appelle le cinéma dans ta poche. Donc, c'est des tournages avec des téléphones cellulaires. Ah, okay. Donc, j'explique aux jeunes, si on va au secondaire puis au primaire, je leur explique un peu mon cheminement en cinéma que j'ai fait depuis les années 70. Puis après ça, ben, on embarque dans un peu la technique. Chacun a leur téléphone cellulaire, donc on regarde qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On fait des expériences préparatoires. Puis après ça, ben là, ils ont des scénarios. Puis là, ben, on fait des tournages. C'est souvent des petits groupes, mettons, en 3 et 5, dans une classe de 23. Puis là, ben, après ça, moi, je fais le montage de ça. Je le présente aux profs. Puis, donc, ça, on espère pouvoir le présenter au festival. Mais on n'aura pas cette année des ateliers comme on faisait les autres années. Mais ça en est un atelier qui vient là, du FFPE, de Rendez-vous culturel de Saint-Casimir. Alors, si on récapitule, là, dans le fond, le festival est reporté du 10 au 14 août. Oui, au Soleil Doux. Au Soleil Doux. D-O-U-X, puis D-O-U-T. Ah, OK, ben oui. Puis, les cinéastes qui veulent envoyer leurs documents, en fait, peuvent le faire jusqu'au mois de mai? Oui, fin mai. Je n'ai pas la date exacte, là, mais fin mai, c'est dans le formulaire de toute façon. Ouais. Comme je vous dis, ils envoient un courriel à info@ffpe.ca, puis on leur envoie le lien pour avoir accès au formulaire. Kino, pareil, aussi? Kino, c'est pas mal déjà tout les participants, parce que tous les participants étaient déjà réservés pour le mois d'avril. Ah, OK. Donc là, on leur a envoyé l'invitation à savoir est-ce que vous voulez être là au mois d'août. Puis là, bien, s'il y en a qui se désistent, bien là, on va peut-être ouvrir quelques places, mais en principe, c'est sûr que moi, je pense que il faut toujours être persévérant puis envoyer un courriel. Puis là, on verra, nous autres, si ça se peut ou ça se peut plus. C'est toujours ça le... C'est sûr. Alors, Léo Denis Carpentier, directeur général et artistique du FFPE, Saint-Casimir, merci beaucoup. Merci à toi. Puis on se tient au courant de tout ça. Après la pause, d'autres nouvelles et on parle des répartiteurs d'urgence. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent d'ici là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent d'ici là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Le service des travaux publics de Shannon procédera au nettoyage annuel du réseau d'eau potable de la ville à compter du mercredi 20 avril prochain pour un mois jusqu'au 20 mai. Les logements familiaux de la base Valcartier qui possèdent leur propre réseau d'aqueduc ne sont pas visés par cet avis de rinçage. Durant cette opération, il se peut que l'eau présente une odeur de chlore plus prononcée qu'à l'habitude. Pendant 1 ou 2 jours, cela n'affecte en rien la qualité de l'eau qui demeurera potable à la consommation. Le Centre de communication santé des capitales, formé des répartiteurs qui reçoivent les appels 911, souligne la Semaine nationale des télécommunicateurs d'urgence jusqu'au 17 avril. Le Centre de communication santé des capitales reçoit les appels 911 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'une partie du nord du Québec et de l'ensemble de la région de la capitale nationale, dont Port-Neuf. Les répartiteurs médicaux d'urgence sont la porte d'entrée du système de santé québécois. Ils
font partie du premier maillon d'une grande chaîne d'humains qui posent des gestes pour sauver des vies ou venir en aide aux appelants en détresse ou en situation d'urgence. Le Centre de communication santé des capitales reçoit en moyenne 340 appels quotidiennement, ce qui représente environ 35 appels par répartiteur. Charles Laviolette s'est entretenu avec l'équipe de répartiteurs basée à Québec. C'est un excellent choix. Mon nom, c'est Mégane Pichette, j'ai 21 ans. Je suis répartitrice médicale d'urgence depuis un peu plus d'1 an. Puis mon travail, ça consiste à répondre aux appels d'urgence, mais qui concernent juste le côté médical. Ben, moi, je viens de Québec. Après l'école secondaire, je voulais être agent correctionnel. J'ai commencé mon cours. Par la suite, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Moi, je voulais vraiment une relation d'aide, puis je le retrouvais pas dans le niveau carcéral. Donc après ça, j'ai arrêté mon cours. Je suis allée au marché du travail. Par la suite, j'ai vu qu'ils offraient le cours de répartiteur pour le 911. Puis ça se donne à Beauce-Appalaches en ligne. C'est une durée de 10 mois. Puis c'est un AEC, là, une attestation d'études collégiales. J'ai fait le cours, puis par la suite, j'ai appliqué ici. Puis me voici, me voilà. En fait, le Centre de communication santé des capitales, c'est un centre d'appel d'urgence 911 côté médical. Donc, tous les gens qui contactent le 911 pour avoir une ambulance vont être transférés à nous directement. Puis on va suivre un protocole là, établi pour pouvoir répondre là, à l'urgence. Donc, on est à peu près 60 là, au Centre de communication santé des capitales, avec entre 45 et 50 là, répartiteurs médicaux d'urgence qui assurent là, une couverture 24 heures, là, 7 jours sur 7 là, tout au long de l'année. Donc, nous, on couvre le secteur là, de Capitale-Nationale au complet, donc Port-Neuf, Québec, Beaupré, Charlevoix, ainsi que le Saguenay, Lac-Saint-Jean et le nord du Québec, donc jusqu'à Chibougamau. Donc, on a un très grand territoire. Comme je disais tantôt, on répond, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on ne sait pas non plus où l'appel va être. C'est la semaine des télécommunications d'urgence. Donc, nos répartiteurs médicaux d'urgence là, font partie des intervenants là, de première ligne là, dans une situation d'urgence. Puis, c'est cette semaine là, qu'on veut justement les remercier pour leur excellent travail qu'ils font tout au long de l'année. Puis, dans l'objectif aussi, c'est de faire connaître un peu cette profession-là qui est méconnue du public, qui est un peu... comment je pourrais dire ça? C'est vraiment le côté inconnu, là, on appelle le 911 rarement dans sa vie. Donc, c'est un stress. Nous autres, ici, on voit ça à chaque jour. Fait que c'est sûr que nous, notre objectif, c'est de calmer tout le monde, puis d'arriver à sauver le plus de vies possible, puis de faire une différence vraiment le plus rapidement possible. Le cours, c'est pas obligatoire déjà à la base. C'est vraiment un atout qu'on a de plus parce qu'on est 4 à l'avoir à la centrale sur 45 personnes. C'est vraiment pas obligatoire parce qu'ici, ils offrent la formation de 3 semaines. Bien, c'est sûr qu'il faut avoir du leadership, puisque dans les appels où ce que les gens perdent son sang-froid, bien, faut reprendre le lead. Là. On n'a pas le choix. Il faut justement avoir une bonne gestion de son stress. OK. Là, dites-moi pourquoi vous pensez que c'est un AVC. C'est sûr qu'il faut également quelqu'un qui a un bon service à la clientèle, parce que veut pas, notre service, c'est un service à la clientèle. OK. OK. Là, allez le voir. Là, les ambulanciers s'en viennent. Il faut être vraiment à l'écoute dans ce genre de situation-là, en même temps de faire autre chose. Donc, c'est un peu touché parce que tu parles avec tes collègues, tu t'entends savoir ce qui se passe, les policiers s'en viennent dessus, qu'est-ce qui se passe, l'escouade tactique. Tu essaies de comprendre un peu, mais en même temps, il faut que tu l'écoutes parce qu'il faut qu'il se sente écouté. Là. Fait que c'est beaucoup de choses. J'ai eu un appel de quelqu'un qui avait un gun à clous à la tempe puis il disait qu'il voulait se tirer à n'importe quel moment. Là. Donc, il fallait que je reste 45 minutes à essayer de trouver là, des trucs pour avoir un lien de confiance avec lui là, jusqu'à ce que, justement, là, un moment donné, la ligne, elle a coupé, là, mais ça a duré environ 45 minutes. Là. La personne, des fois, elle se calmait, puis là, je le reperdais, il recommençait à être plus, on va dire, en panique, puis il disait qu'elle allait se tirer un clou dans la tempe. Il fallait que je le ramène. C'est sûr que c'est beaucoup de gestion de soi-même en même temps, puis de justement être vide d'esprit pour trouver des sujets pour créer un lien avec la personne, pour essayer de la tenir le plus longtemps possible. Nous, comme je disais tantôt, c'est des protocoles. Les protocoles, en fait, c'est des problèmes médicaux
1 à 33. Donc ça, mettons, c'est le protocole d'entrée que je disais. Dites-moi exactement qu'est-ce qui s'est passé. La personne nous l'explique. Là, ici, ce qu'on voit, là, qui est écrit en dessous, évident, respire pas, des pendaisons ou des noyades, on appelle ça des fast track. C'est que, justement, on s'entend, c'est une situation plus que urgente. Il faut une ambulance immédiatement. Donc, avec l'ordinateur, on aurait juste à cliquer dessus, puis on aurait directement des directives médicales qui pourraient nous dire qu'on doit dire à la personne. Mais ça, c'est tout créé par des médecins qui ont fait justement, qui ont jugé que c'était pertinent de poser cette question-là pour savoir si ça avait un risque potentiel pour le patient. Bien, c'est sûr que justement dans les situations qu'on a des gros événements, entre nous, on s'entraide tout le temps, on se dit « T'es-tu correct? Tu veux-tu un 2 minutes? Prends-le. T'es sûr? Tu veux pas? » On communique vraiment beaucoup entre nous, puis c'est le fun parce qu'on se comprend. Des fois, à la maison, notre conjointe, il fait pas le même milieu de travail, donc c'est dur de comprendre un peu la réalité de ce qu'on vit dans une journée. Donc, entre collègues, c'est sûr qu'on est tout le temps là pour chacun, pour s'épauler. Puis au niveau là, de vraiment aider les nouveaux, bien, c'est sûr qu'on s'entraide. Si les nouveaux ont des questions, on est tout le temps ouvert à leur répondre. Mais là, nouvellement, on vient de commencer un groupe qui s'appelle les mentors, que justement, là, moi, je n'ai pas aujourd'hui mon chandail, mais on a un chandail qui est écrit justement en gros en arrière mentor. Puis les nouveaux peuvent venir nous voir, poser n'importe quelle question, justement pour qu'ils se sentent à l'aise à avoir justement quelqu'un ressource si jamais il y a quoi que ce soit. Une journée que ça roule beaucoup à la prise d'appel, c'est 50. 50 appels. Là. Ça, c'est une grosse journée. Là. Je termine un appel, je raccroche, j'en reprends un autre. C'est un chiffre de 8 heures. Oui. Mais en moyenne, là, un quart de jour, je dirais 35 appels. Mais bon, ça arrive souvent que ça roule beaucoup puis ça va jusqu'à 50 et plus, là, des fois. On est toujours en recherche. Là. Comme je vous dis, on est environ 45 en ce moment. L'idéal, ce serait aux alentours de 50 pour avoir une certaine flexibilité là, avec nos employés. Donc oui, on est toujours à la recherche, là, fait que ça, c'est sûr que c'est toujours intéressant. Via notre page Facebook, on a toutes les informations qui sont là, les gens peuvent appliquer. Le dimanche 1er mai prochain aura lieu le lancement du recueil Relais de poésie du poète Yvon Matte à la Bibliothèque municipale de Donnacona. L'auteur accueillera les visiteurs dès 10 h le matin pour parler de son expérience et de son nouvel ouvrage. Séances de signature, lecture publique et animation seront au rendez-vous. Le livre Relais de poésie sera en vente sur place au coût de 20 $ et disponible par la suite au presbytère de Donnacona et à la librairie Donnacona. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées accueille positivement la création d'un groupe d'experts chargé d'étudier l'idée d'une allocation pour les aînés qui souhaitent vieillir à la maison, mais déplore l'absence de hausse supplémentaire et planifiée du supplément de revenu garanti et de la sécurité de la vieillesse. L'association regrette que les crédits d'impôt non remboursables touchant les aînés n'aient été convertis en crédits remboursables. Les représentants de la Coalition pour la dignité des aînés estiment que l'augmentation de 10 % du programme de la sécurité de la vieillesse promis dans le budget de 2021 est un soulagement. La Coalition pour la dignité des aînés tiendra des états généraux, rappelons-le, sur les conditions de vie des aînés le 3 mai prochain à Québec. La Fédération québécoise des municipalités estime à près de 350 le nombre de municipalités supplémentaires au Québec qui pourront profiter du nouveau programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales annoncé cette semaine par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt. L'enveloppe annuelle double pour passer de 60 millions à 120 millions. De grands besoins sont identifiés pour la construction et la rénovation de bâtiments municipaux comme les casernes d'incendie. La majoration de l'aide financière pour les municipalités de 5 000 habitants et moins sera particulièrement appréciée par les membres. C'est ce qu'a souligné M. Jacques Demers, le président de la FQM, qui est maire de Sainte-Catherine de Hatley. La FQM se réjouit aussi des mesures visant l'intégration du bois dans des projets de construction ou d'agrandissement composés d'une structure principale. Il faut dire qu'en 2017, un peu plus d'une centaine de municipalités avaient signé la déclaration commune du regroupement des communautés forestières de la FQM pour augmenter l'utilisation du bois dans leurs projets d'infrastructure.
Le club de patinage artistique de Saint-Raymond tient à souligner la performance de sa patineuse Marista Beaupré-Derry qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie Star 4 lors de la compétition Invitation Benoît Lavoie qui s'est déroulée du 7 au 10 avril dernier à Baie-Saint-Paul. La ville de Saint-Raymond annonce la 16e édition de la fête des voisins pour le samedi 4 juin. Cette fête qui est organisée par les citoyens a pour but de créer des liens de solidarité entre voisins. La ville de Saint-Raymond s'engage à contribuer financièrement jusqu'à un montant de 10 $ par personne et un montant de 300 $ pour l'organisation de l'événement. Les demandes doivent être acheminées avant le 27 mai. Le formulaire d'inscription est disponible via le site web de la ville de Saint-Raymond. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images de notre belle nature du secteur de Grondines. Alors, joyeuse Pâques et bonne semaine.